Bonjour à tous, il est midi 52 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets aussi vastes que les paysages français. On se retrouve aujourd'hui après Il y a des soirs comme ça, il y a des soirs tout court, de Maggie Boll qui est sorti sur l'album T'as vu la Vierge en 2015. Oh waouh, aujourd'hui je sais pas ce que j'ai. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler du voyage au sens large en commençant par Babouillou qui nous parlera de quelques livres parlant de voyage, pour continuer avec Artichou qui nous présentera la série Netflix Vikings, pour continuer avec un voyage à travers l'Europe en parlant de la cinématographie qui m'évoque le plus le voyage en règle générale, pour continuer bien sûr avec notre choupette qui va essayer de nous convaincre pourquoi il faut voyager en France, pour bien sûr comme finir, comme toujours, avec notre débat hebdomadaire, cette fois sur l'impact du voyage sur la planète et sur l'humain en tant que tel. Tout ça bien évidemment entrecoupé de pauses musicales qui font plaisir. Bonjour les chroniqueurs, comment vous allez ? Ça va très bien, et toi ? Ça va très bien. Ça, c'est la première fois qu'on lui demande. Comme il le mérite pas pour me muter tout à chaque fois, il le mérite pas. Hop, c'est muté dès le début. Malheureusement, on a battu un record de vitesse là. Babouillou va devoir nous quitter avant l'heure finale durant l'émission. J'ai rigolé. C'est dommage parce que le débat t'aurait plu. Oui, le débat te va très Mais bien. au pire, on speedrun les chroniques. Ça va être un peu compliqué. On laisse le temps au temps de débattre de machin. Au pire, je débattrai en téléphone, je vous appellerai. On se rappelle de cette fameuse émission l'année dernière où j'étais en visio au téléphone qui était absolument atroce. Oui, Horrible. Je vous écoutais j'étais en train de... Moi, je vous écoutais en direct. Ah, mais pourquoi tu t'es infligé ça, Claire ? Parce que je vous aime bien, j'aime bien l'émission. C'est gentil. Et on fait un coucou à tous ceux qui peuvent nous écouter parce qu'on fait la vanne souvent qu'il n'y a pas d'auditeurs, mais de plus en plus le mercredi, Exactement. On vient nous voir en disant ah oui, mais c'est cool ton émission le mercredi. Je l'écoute dans la voiture avec ma maman ou je l'écoute dans ma voiture quand je vais partir au sport. Je l'écoute à l'internat. On en a aussi. À l'internat qui nous écoute. Genre actuellement. Fausse nous écoute parfois. Coucou Aurel nous a écouté aussi. Moi, on vient jamais me voir pour me dire c'est quoi sont quoi tes émissions. Et il y en a qui écoutent aussi nos rediffusions, qui regardent nos rediffusions, donc j'en profite pour le caser là. Bonjour Justine. Toutes nos rediffusions sont disponibles sur YouTube, Deezer et Spotify et le site de Delta FM. Donc allez checker ça si vous loupez le reste de l'émission. Ce serait franchement dommage de passer à côté de nos magnifiques chroniques et nos très pertinents débats. Bref, Babouillou, es-tu prêt ? Oui. Je suis content. Il est content de nous parler de ses livres sur le voyage. Salut à toutes! Je sais, ça fait longtemps que je vous ai pas présenté de livre. Alors j'ai décidé de me rattraper avec un petit medley de mes livres préférés traitant du thème du voyage. Ah, ça va être une bonne chronique. On commence donc avec Kilomètre Zéro. Benjamin va devoir quitter sa vie tranquille d'adolescent pour passer un mois entier avec son père en randonnée. Pour l'adolescent, c'est un véritable enfer. Comment peut-on apprécier marcher toute la journée avec son père relou, avec ses chaussettes qui puent, avec un sac à dos plus gros que soi sur le dos ? Enfin ça, c'est ce qu'il se dit au début de leur périple. Parce que lors de leur longue traversée de l'Hexagone, Ben va se rendre compte que le voyage en vaut peut-être la peine. Je vous préviens, ça va aller très vite. En l'occurrence, oui, je vais speedrun les bouquins. Notre deuxième livre, c'est celui des Petites Reines. Donc le titre, c'est Les Petites Reines. Incroyable ce livre. Merveilleux. Notre héroïne s'appelle Mireille Laplanche. Pourquoi je bafouille à chaque émission ? J'en ai marre. Mireille Laplanche. Elle s'appelle Mireille Laplanche. Waouh, incroyable. Et Mireille Laplanche est nommée Boudin d'or sur Facebook par des crétins de son lycée. Bon, désolé, c'est pas le mot le plus poli pour les qualifier, mais bon, c'est pas grave. Les boudins, c'est le concours des filles les plus moches du lycée. Et les deux autres filles élues se nomment Akima et Astrid. Mireille, c'est une fille un peu perchée. Elle a une vie tranquille, elle parle de manière hilarante, bref, elle est super attachante. Et le père de Mireille, c'est le président de la République. Oui, rien que ça. Alors quand elle va apprendre qu'un grand événement a lieu à l'Élysée, elle va se mettre en tête d'y aller pour rencontrer enfin son paternel. Et pour cela, elle est aidée des deux autres boudins. Alors voilà, la petite équipe commence à se mettre en tête d'aller à la capitale, chacune pour ses propres raisons. Voir un concert d'Indochine, retrouver un paternel président ou encore se venger d'une injustice, petit à petit, le plan commence à prendre forme. Et un peu par hasard, il faut le dire. Les trois fils vont se mettre en tête de prendre leur petit vélo, de rénover un food truck et enfin de prendre la route munie de leurs recettes de boudin. Après une bonne préparation physique, nos trois petits boudins vont pédaler de leur petit village de Bourg-en-Bresse jusqu'à Paris.
Et on peut dire que leur voyage va faire du bruit. On va parler d'elles dans les journaux, elles vont être accueillies dans les villes où elles passent. Bref, le projet marche trop bien. Bon, ok. Vous, je sens que vous êtes plus grand voyage. Genre, changer de pays, voire même carrément de continent. Mais dans ce cas, que diriez-vous de changer carrément de planète ? C'est le rêve fou que 12 adolescents de 17 à 20 ans partagent. Dans un monde hyper libéraliste, le programme télévisé Genesis a pour but d'envoyer 6 filles et 6 garçons sur la planète rouge pour créer la première civilisation martienne. Et l'épopée promet beaucoup. Pendant les 5 mois de voyage séparant des 2 planètes, les 12 prétendants vont se rencontrer tour à tour lors de séances de speed dating, sans aucun autre contact avec le genre opposé que celui-ci. Mais cette promesse de voyage, ce rêve romantique rempli d'aventures et de bonheur, va vite tourner au cauchemar. C'est ce que vous promet le livre Phobos. Comment on appelle pas une trilogie, mais quand il y a 4 tomes. Il n'y a pas de nom précis. Catlogie. Bon bah, c'est ce que vous promet la catlogie Phobos. C'est le nouveau terme choupote. Une quadrilogie, peut-être ? On va dire série à 4 tomes. On va rechercher le terme exact. Bon, allez, on va pousser le voyage encore un peu plus loin. Que diriez-vous de suivre un héros qui va voyager des enfers au monde des vivants ? X, un des 2 héros du livre Les âmes perdues, est né dans les enfers. Il est ce qu'on appelle un chasseur de têtes, c'est-à-dire qu'il est parfois envoyé dans le monde du haut pour ramener en enfer un humain qui n'a pas été puni dans sa vie et qui le sera donc dans la mort. Sauf que, lorsqu'il ira chercher une âme, il rencontrera Zoé. Zoé est une jeune fille qui a perdu dans la même année son père et ses voisins qu'elle adorait particulièrement. Une nuit, une forte tempête de neige s'abat sur sa maison. Son petit frère se perd dans les bois alors qu'il part à la recherche de leurs chiens qui ont fui, apeurés par la tempête. Zoé, terrifiée, va le suivre au travers de la forêt enneigée. C'est alors qu'elle va tomber nez à nez avec un homme qui semble tout savoir sur elle et qui a l'air bien déterminé à leur faire du mal, à elle, son frère et son chien. C'est alors qu'apparaît X, qui a pour mission de rapporter l'âme de l'homme en question en enfer. Et il va donc rencontrer Zoé. Et nous voilà au dernier livre de ce medley. Ne pleurez pas, je vous laisse avec un de mes livres préférés, un livre de science-fiction. Que diriez-vous de parler désormais de voyage temporel ? Andrea est une adolescente avec la tête pleine de rêves, seule fille dans une famille composée d'un père et de ses 2 frères. Lassée des cours et rêvant de voyage, elle va rencontrer Pénélope, qui vient de loin, de bien plus loin que tous les pays où Andrea a pu rêver d'aller, car c'est une voyageuse temporelle. Et ça, c'est la promesse que vous fait le livre « Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous », qui est le premier tome de la trilogie « La fille du futur ». Ah, ça m'avait manqué. Désolée, je suis pas allée très loin dans les descriptions, mais je voulais vraiment vous montrer plein de livres sympas sur le voyage, et j'espère que l'un d'entre eux aura piqué votre curiosité. Ça s'appelle une tétralogie. Oh, ils s'en foutent du reste de la chronique. Mais c'est pas possible. Il n'a rien écouté. Non, mais il y en Fallait a que 3 je dont l'achète. on avait déjà parlé. Ramenez pas Oui. la fille du futur, le truc des boudins. Oui, ça, je m'en souviens, le truc de... Et, Oui, le X. truc des boudins, ça t'avait marqué Oui, aussi, ouais. toi, les J'en avais imaginer déjà en, parlé. en truc avec un vélo Oui. et un vendeur de boudins. Tout à Ah, fait. mais il est incroyable. Et il a été adapté en pièce de théâtre. Ah bon ? Génial. Ouais. Il- Ça- Filmé, je- qui peut être trouvé sur le Darknet. Comment tu sais? Je regarde peut-être un peu trop de films en streaming. Voilà. Il me semblait avoir déjà parlé de Kilomètre Zéro, mais apparemment non. Non, ça me... Sachez Ça me que dit rien. j'ai truandé parce que ça fait beaucoup de livres à présenter, à relire, à retrouver, etc. Du coup, je suis allée piocher sur mon compte Instagram où je parle de livres. Et en fait, j'ai repris les descriptions de ça ou des chroniques précédentes où j'avais déjà parlé de ces bouquins pour faire un rapide tour vite fait. Allez, vas-y, Malandrin, Babouillou, va. tu as 30 secondes 30 secondes pour de faire pub. ta pub. C'est ado de dragon, mais 30 secondes vont être prises pour épeler mon pseudo. A tiré du bas, do comme un do, tiré du bas, 2, DE, pas le chiffre, tiré du bas, dragon, l'animal, Avec ou sans S. sans S. Et donc, tu fais quoi dessus ? Je parle de bouquins, je poste pas beaucoup, mais c'est parce que je suis en train de préparer un peu plus gros projet qui prend beaucoup de temps, surtout avec le bac blanc, mais c'est très sympa et venez me soutenir. Tu parles de bouquins, c'est-à-dire Je présente des livres. tu présentes des livres. Je présente des livres. Ce n'est pas des analyses. À l'aide de Kina. C'est des n'as analyses même ou c'est pas pas parlé. des Je analyses peux juste faire une micro-pub. Vas-y. Je suis accompagnée d'un dragon qui s'appelle Kina, que je dessine à la main, etc. et que j'intègre et qui vous fait un très rapide résumé. Donc vous avez un tout petit résumé ou un très long résumé si vous voulez en En fait, description. t'as le résumé du résumé fait par Kina et t'as le résumé en description. Voilà, exactement. Et Et c'est d'ailleurs- très pratique. On te remercie enfin après 1 an et je ne sais pas combien de mois de Oui. nous avoir réussi ce magnifique logo. On a enfin Parce que oui, notre on a petit logo. enfin un logo. Vous pouvez aller voir sur le site de Delta FM.
Un magnifique logo qui nous représente parfaitement, je trouve. Je sais pas si ça sonnait comme un reproche de dire au bout d'un an ou si c'est vraiment gentil de me dire que c'était un beau logo. Alors, les deux. Logo. Mais au bout d'un an, c'est long. C'est vrai. Mais j'ai gagné des compétences en logo, donc il aurait été plus propre que si j'avais fait il y a un an. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas Babouillou pour cette superbe chronique qui encore une fois nous faire découvrir plein de livres. Et je propose qu'on fasse un petit peu le tour du monde avec une petite musique que Babouillou nous a choisie pour aujourd'hui. On se retrouve dans exactement 2 minutes 54. C'était Tour du monde de demi-portion en featuring avec Féfé, sorti en 2020 sur l'album La Bonne École. Il est 13h05 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du voyage. Merci Babouillou pour cette petite découverte très sympa. Mais de rien. Cette petite pause musicale. Ça va aller sur ma playlist, ça, j'aime bien. Miam. Cette fameuse playlist. D'ailleurs, ça en est où la playlist Choupot ? Et sinon, toi, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Tu connais la playlist Choupot en ce moment, on est vraiment dans une mauvaise situation. J'ai un truc à faire cet après-midi et tout là. Bon, je crois qu'il n'a pas entendu la perche que je l'ai lancée. La perche. Quel dommage. Bref, je propose qu'on passe à ta chronique puisque tu n'as pas pris la perche que je t'ai tendue. J'ai pas compris. J'ai dit une mauvaise situation. Ah, d'accord. Ok, c'est bon, j'ai la flemme. On parlait de la réplique du scribe dans Astérix Mission Cléopâtre. La réplique d'Edouard Baird. Exactement. Tu nous as concocté quoi, Ilan, aujourd'hui ? Alors, outre les talents d'improvisation d'Edouard Baird, moi j'ai écrit toute une chronique en entière et je vais vous parler de la série Netflix et même plus en général des Vikings. Hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Bon, quand on dit voyage, vous pouvez penser avion, carte postale, plage de sable fin et une belle eau turquoise. Mais revenons un peu en arrière, que dis-je ? Retraversons l'histoire et revenons au voyage du 8e siècle. Guerrier redouté, le peuple scandinave des Vikings est un peuple de grands explorateurs, navigateurs, un peuple de grands voyageurs. Étant de très bons commerçants, ils attaquent et pillent les villes et villages pour récolter et échanger les richesses. Mais ces dernières commencent à s'essouffler dans leur zone de raid habituelle, alors certains Danois, un des 3 grands peuples vikings avec les Norvégiens et Suédois, partent à l'ouest pour découvrir de nouvelles terres. Ces derniers arrivent pour la première fois au monastère de Lindisfarne, une petite ville de la côte est de l'ancien royaume de Northumbrie. Ça correspond à l'actuel est et sud de l'Écosse. Des moines y sont alors tués, d'autres ramenés en tant qu'esclaves et toutes leurs richesses sont pillées. On est alors en 793 après Jésus-Christ et cette attaque marque le début de l'art viking en Grande-Bretagne. Ils remonteront alors les fleuves d'Angleterre pour atteindre le centre des terres et y bâtiront des forteresses et principalement le royaume de York. Mais les Vikings ne s'en prendront pas qu'à la Grande-Bretagne. Ils attaqueront aussi l'ouest de l'Empire carolingien, affaibli suite à la mort de Charlemagne. De même qu'en Angleterre, les Danois utilisent les cours d'eau pour atteindre les villes se situant au centre des terres qui regorgent de richesses. Ils empruntent la Seine, la Loire et la Garonne et constituent des camps aux embouchures de ces fleuves. Nous sommes maintenant au 9e siècle. Enchaînant pillage et attaque, avec une zone de frappe allant de Bordeaux à Aix-la-Chapelle, en passant par Paris, le seul moyen trouvé pour les arrêter a été de leur céder des terres. C'est en effet Charles III, appelé Charles le Simple, qui lèguera une terre en Basse-Seine au chef de guerre viking Rollon. Un siècle plus tard, cette concession devient le duché de Normandie, ce qui donnera l'actuelle région que l'on connaît. Ces navigateurs excellents continuent leur voyage et arrivent au niveau de la péninsule ibérique en 844. Les Scandinaves avancent encore et atteignent la mer Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Ces guerriers attaquent et s'installent maintenant en Espagne, Afrique, au sud de la France et au nord de l'Italie.
L'autre peuple viking qui se démarque pour ses explorations et colonisations est le peuple norvégien. En effet, vers 750, un premier groupe quitte les côtes et découvre les îles Shetland, Féroé et Orcade, qui sont au nord de la Grande-Bretagne, et y créent de premières colonies. Vers 860, les Norvégiens mettent les voiles et naviguent vers une nouvelle terre qu'ils découvriront et appelleront Terre de glace. L'Islande vient d'être découverte. Dernier pays européen peuplé par l'homme, les Vikings s'y illustrent par leur façon de gouverner. C'est un État libre, sans roi, gouverné par plusieurs assemblées dont la principale est l'Althing. C'est entre autres là-bas que les chefs de clan, les Gossards, se réunissent environ une fois par an. Mais c'est pas notre thème, continuons sur les explorations. Vers 982, un riche propriétaire tout justement banni d'Islande part à la recherche d'une autre terre mentionnée par des navigateurs. Il atteindra une première île qu'il nommera Groenland, pour terre verte, mais ce n'est pas fini. Environ 2 décennies plus tard, le fils de ce riche propriétaire entreprend des expéditions encore plus à l'ouest et foule, 500 ans avant Christophe Colomb, les côtes américaines. Mais quel est leur secret ? Comment est-ce qu'ils font pour aller là où personne n'est jamais allé ? Et dans certains cas, un demi-millier d'années avant les Européens. Marins hors pair et révolutionnaires, ils utilisent une technologie nouvelle à l'époque, le compas solaire viking. Ce dernier n'est ni plus ni moins qu'un disque de bois avec en son centre un gnomon. C'est un bâton servant à repérer l'ombre du soleil. La veille de tout départ, les Vikings marquaient la position de l'ombre du gnomon générée par le soleil à intervalles réguliers. Et y traçaient la courbe reliant tous les points. Le point le plus près du gnomon marquait alors l'ombre au zénith, et donc la droite reliant ce point avec l'extrémité du compas pointait vers le nord. Une fois en mer, il suffisait alors d'aligner la nouvelle ombre du gnomon au zénith, donc la nouvelle ombre générée par le soleil, avec la courbe initialement préparée pour que le repère pointe à nouveau vers le nord. Cette technique semble magique, mais avait tout de même quelques défauts. En effet, elle impose de voyager toujours à la même latitude, et il était en plus impératif de retracer la courbe après plusieurs jours de navigation pour compenser la déclinaison du soleil avec les saisons. Un autre problème est que cette technique repose sur un élément naturel incontrôlable, le soleil. Les Vikings pouvaient partir pendant les plus beaux jours d'été, mais les voyages étaient extrêmement longs. Il était inévitable de croiser des jours de pluie ou de grisaille, des jours sans soleil. Plusieurs historiens débattent alors, encore aujourd'hui, de l'existence d'une pierre étant la solution à ce problème, la pierre de soleil. Des descriptions correspondant à celles de la calcite, de la cordillérite ou encore de l'héliolite ont été trouvées dans différents écrits anciens. Ces dernières mentionnent que cette pierre avait le pouvoir de révéler le soleil. Utilisant les propriétés de polarisation de la lumière, une fois correctement alignée avec le soleil derrière les nuages, on pouvait y voir en son centre 2 taches d'intensité égales se superposant. Il suffisait donc d'aligner ces taches avec l'ombre du gnomon du compas et nous pouvions savoir vers où nous allions. Mais ils n'étaient pas précurseurs uniquement dans leur façon de se repérer. Ils se démarquent aussi par leurs incroyables navires, les fameux dracars scandinaves. Capables de traverser les mers les plus agitées, de remonter les fleuves grâce à leur fond plat et étant suffisamment légers pour être portés, les dracars permettent aux Vikings d'entrer dans les terres comme ils l'ont fait en France ou en Grande-Bretagne. Mais bon, ce n'est ici qu'un aperçu de l'immense histoire viking. Si vous voulez en apprendre plus, si vous souhaitez vous cultiver tout en vous amusant, vous pouvez regarder sur Netflix l'excellente série et très connue Vikings. Vous y retrouverez les personnages de Ragnar, l'un des plus grands explorateurs et rois vikings, Rollon, son frère, le vassal de Charles III ayant récupéré la Normandie, Floki, l'inventeur et concepteur des dracars qui ont permis l'expansion viking, et encore bien d'autres. A la base, cette série a été créée et diffusée sur la chaîne américaine historique appelée History. Donc cette série est vraiment un excellent moyen d'apprendre et d'entrer dans cet univers scandinave. Attention tout de même, ce n'est pas l'histoire en elle-même. En effet, certaines incohérences résident, comme la rencontre de Ragnar Lodbrok, mort en 865, et Rollon, né en 860. La série compte 6 saisons pour un total de 89 épisodes, et côté casting, on retrouve Travis Fimmel dans le rôle de Ragnar, Catherine Winnick interprétera Lagartha, je vous laisse découvrir qui c'est, Cliff Tundon jouera Rollon, et le célèbre Floki sera interprété par Gustaf Skarsgård. Tout ça se jouait sur la musique de Trevor Morris. Je vous invite donc à commencer par cette série et si vous voulez continuer plus loin, à vous renseigner sur le sujet. Je
Je peux d'ailleurs vous conseiller sur 2 vidéos qui m'ont beaucoup aidé lors de l'écriture de ma chronique. Celle nommée L'âge des Vikings par la chaîne L'Histoire par les cartes en collaboration avec Nota Bene, et celle de Scientori à propos des moyens de navigation avant notre ère. C'est tout pour moi, j'espère avec cette petite chronique avoir pu vous ouvrir la voie de l'histoire viking et comme on dit en vieux norrois, vidaftur, Qui veut dire qui veut dire au revoir, tout simplement. Alors il y a au revoir à une femme, à un homme, à une assemblée, à une générale, c'est un bordel. Donc là c'était au revoir à un groupe de personnes. Mais merci beaucoup pour cette magnifique chronique. Je n'ai pas encore vu la série, elle ne m'intéressait pas tant que ça, mais avec ton explication, j'ai bien envie de la voir. Alors moi non plus, elle m'intéressait pas tant que ça et du coup j'ai regardé les 2 premiers épisodes qui sont vraiment sur le début de l'exploration. La première fois que le Viking va à l'ouest plutôt qu'aller à l'est pour continuer les attaques, les raids à l'est. Et c'est super intéressant, c'est super bien fait. Ok. Et Ouais. les premières saisons, donc c'est vraiment dans le but historique. Toujours organisé autour d'un Mais petit en scénario, fait, mais dans un c'est- but historique. C'est limite, enfin non, ce serait Attention. limite un docu-fiction, mais pas aussi documentaire que ça. Voilà, parce qu'il y a certaines incohérences, comme j'ai dit, mais c'est vraiment pas mal. En fait, c'est une fiction qui prend base sur des faits historiques. Exactement. Disons cela comme ça. Et juste pour développer d'un petit truc, donc j'ai parlé des Norvégiens, des Danois, et donc il y a le 3e groupe, c'est les Suédois. Juste pour en dire 2 mots, en fait les Suédois sont plus concentrés à l'est et ont descendu le fleuve le plus long d'Europe, j'ai oublié comment il s'appelait. Mince. Non, c'est le fleuve le plus long d'Europe C'est pas le Rhin passe, non, pas du tout. Non, pas du tout. Qui passe par Ukraine, etc., et qui rallie la mer Méditerranée. Et donc, en fait, ils sont toujours à l'aide de dracars extrêmement plats, ils pouvaient les porter, etc. Ils sont concentrés sur l'est de l'Europe. Et donc, ce sont ce qu'ils appelaient à l'époque déjà russes. Et donc, les peuples russes, tout ce qui va être du côté de la Lettonie, de la Lituanie, de l'Hongrie ou à la limite de l'Ukraine aussi, ça va être cette zone-là que les Suédois vont attaquer. Le fleuve le plus long d'Europe, c'est la Volga. C'est ça. C'est la Volga. C'était avec un V, mais je ne savais plus ce que c'était. Vraiment, j'ai dit n'importe quoi. Waouh. Non, le Rhin, il n'est pas si long que ça. Et juste après, t'as le Danube. Oui, le Danube qui est en exactement. Allemagne aussi. Alors, on se rappelle les cours d'allemand où on étudiait les fleuves en 3e. Ah C'est là là. exactement. Toi aussi, tu l'as vu? Exactement. Ouais, bah, évidemment. Ah bah oui, forcément. On étudiait tout sauf la langue. Les bonbons. D'où mon niveau actuel. Oui, n'en parlons pas. Mais voilà, le voyage à l'époque, le 8e siècle. Ta chronique était beaucoup trop intéressante. C'était Merci. incroyable. Et donc aujourd'hui, en fait, cette façon de voyager, ça nous a impacté. Enfin, de quelle façon? De quelle façon ça nous a impacté En soi, j'ai envie de dire. De par la navigation, peut-être? Bah, ils se démarquent sur la navigation. Savoir se repérer comme ça, c'est-à-dire avoir les prémices d'un compas, à ne pas confondre avec une boussole. Hein. Les prémices d'un compas solaire, c'est au 9e siècle, c'est quelque chose de même fin 8e, c'est quelque chose d'immense. Arrivé vers le Canada 500 ans avant ce que nous on considère comme la découverte de l'Amérique en 1492, c'est incroyable. C'est Et je fort. ne comprends pas pourquoi on ne retient pas cette date-là pour la découverte de l'Amérique, mais bon. Mais il y a tellement d'événements historiques où on se dit ouais, c'est la découverte de telle chose, mais finalement, en fait, il y a Finalement, une si on culture regarde, avant ça ça, fait je ne sais combien de milliers d'années que l'homme avait bougé du Moyen-Orient pour atteindre au moment où les continents n'étaient pas encore formés, où il est passé par le nord et a traversé, en fait, est passé de Russie à Canada. À l'époque, c'était connecté. Et après, il y a eu la technique des plaques, la séparation des continents. Et du coup, ce qui fait qu'il y avait déjà des hommes en Amérique. Mhm. Mais nous, sur une vision très europanéocentrée, Oh, on a découvert ça. d'accord, c'est bien, je ne sais pas ce que tu pointes. L'Amérique. L'Amérique. Oh, ok. Illimité. Il parlait pas de nous directement. Ah oui, d'accord. Oh, ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Je disais, c'est vraiment, Ouais, voilà, c'est du ça. point de vue Christophe Colomb, c'est oh, on a découvert ça, vraiment, on est trop fort, c'est nous les inventeurs de ça. Voilà. Alors, Bien sûr, au Il y masculin. avait déjà des gens dessus. Voilà, Genre- C'est ça. Et puis même si tu veux être europanéocentré, ce sont des Européens qui ont découvert l'Amérique 500 ans avant, les Vikings, qui sont des Norvégiens, Ouais, mais tu Suédois, comprends, Danois. c'était des Et barbares. C'est ça. Et après, officiellement, Christophe Colomb, il voulait aller en Inde, tu vois. Donc, Voilà. Alors que eux savaient où aller. Voilà. Mais Il attends, savait il qu'il y avait savait qu'il y avait. Alors le premier départ, si tu regardes Viking, tu le verras bien. ça m'a en donné fait, trop envie de regarder. C'est pas le fjord, c'est c'est un chef de clan
C'est pas les Gossards, parce que ça dépendait des peuples. Mais donc un chef de clan, en fait, il organise ses clans et chaque année, du coup, il fait les raids pour aller chercher les richesses pour se faire de l'argent, hein, parce qu'on adore l'argent. D'ailleurs, c'était de très très bons commerçants. Et donc ils attaquaient tout le temps à l'est, mais à force à attaquer une fois tous les ans, il n'y a plus de richesse, tu vois. C'est bien pendant 10 ans, mais après ça s'essouffle. Et du coup, Ragnar Lodbrok, qui est l'un des Vikings que je pense que tout le monde à peu près connaît au moins de nom, il est connu dans la série, il est montré comme un explorateur. Dans mes recherches, je l'ai plus vu comme un grand roi viking. Donc je vais un peu parler des deux pour éviter de dire trop de choses. Je vous invite à vous renseigner, vous. Donc c'est lui qui aurait entrepris la première expédition à l'ouest, partir à l'ouest. Donc selon leur représentation, en gros, c'était partir vers l'Angleterre. Et c'est justement, ils sont arrivés pour la première fois au monastère du côté du royaume de Northumbrie. Et donc c'est la première fois que le viking va à l'ouest et qu'il découvre ensuite les terres de Grande-Bretagne. Puis de Grande-Bretagne, ils descendent jusqu'à l'Empire carolingien, donc en gros France plus Allemagne, etc. Et là, ils continuent de descendre ils sont arrivés jusqu'en Afrique du Nord. Donc ils ont fait tout ça. Marins à l'époque, se repérer sans avoir une terre autour. Incroyable, c'est des technologies pour l'époque et des prouesses pour l'époque incroyables. Mais comment ils se sont retrouvés en Amérique du coup? C'est qu'en fait, il y a un autre peuple qui a découvert en fait les îles Foroé, qui sont les îles du nord de l'Écosse. Et de ça, ils sont partis parce que certains moines allaient s'exiler sur une île encore plus au nord. Donc ils ont voulu savoir ce que c'était, et c'était l'Islande. Donc ils ont découvert l'Islande, ils ont bâti ici un royaume. Donc c'est le fameux royaume qui est gouverné, il n'y a pas un seul roi, c'est que des assemblées et ils décident de tout ensemble. C'est une façon très, très novatrice de gouverner. Et Encore aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et il y a un riche propriétaire de bateau qui a été banni, je ne sais pourquoi. Et du coup, il est parti, lui, il a été banni de cette île. Du coup, il est parti, au lieu de revenir du côté de l'Europe, il est parti encore à gauche, encore plus à l'ouest. Il a découvert du coup le Groenland et son fils est parti du Groenland encore plus à l'ouest, du coup jusqu'au Canada. Et c'est vraiment impressionnant de se dire qu'ils arrivaient à naviguer dans des eaux vraiment hyper dangereuses parce qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a des incidents assez impressionnants. Et qu'ils arrivaient à braver la nature pour aller aux endroits. D'où justement les dracars vikings sont incroyables. Ouais, C'est-à-dire qu'ils sont mais plats, d'où aussi fins, mais résistants de ouf. Le statut de marin qui était très prestigieux pour les Vikings, parce qu'aujourd'hui on peut se dire ouais, marin c'est un peu celui qui boit H24 et qui va juste chercher le poisson à 1 kilomètre de la côte. Alors que non, en tout cas pour les Vikings, c'était vraiment un rôle hyper prestigieux et il fallait vraiment être quelqu'un d'hyper qualifié, hyper fort, enfin hyper reconnu pour aller sur les navires et explorer le monde finalement et piller les gens au passage. C'est ça, voilà. Puis par contre c'est très barbare, hein. Le peuple viking est très barbare mais est très technologique et civilisé dans leur façon de s'organiser entre eux. C'est-à-dire qu'entre eux ils sont très civilisés, très novateurs. Par contre avec les autres peuples prend les richesses. Et puis ce qui est bien c'est que dans cette civilisation-là, c'était un peu tous égaux, c'est-à-dire que des femmes pouvaient être guerriers, oui, il y avait pas de les guerrières au là-dessus. bouclier, il y avait pas, c'était les femmes, une femme guerrière était autant légitime qu'un homme guerrier. Et ça c'est classe. Et on peut ici aussi vous conseiller de jouer au jeu Assassin's Creed Valhalla. J'allais en parler. Qui justement présente cet univers viking où on incarne les vikings et ça la représente durant une tension guerrière entre les Vikings et l'Angleterre. Disponible sur quelle console ? Disponible sur toutes les consoles sauf la Switch. C'est ça. Parce qu'il n'a que la Switch, il pleure. Et les PC. Oui. Je voulais juste du coup parler d'un truc, c'est que Ragnar, Floki, Rollon, tout ça, ce sont des personnages qui ont vraiment existé. Ce sont des faits historiques, c'est pas des personnages inventés. Ce sont des vrais Vikings qui ont existé. Voilà. Merci beaucoup pour ce fameux voyage viking à travers toute l'Europe finalement et tout le monde. Et donc ça va en lien avec ma chronique dans laquelle je vais vous parler justement de l'Europe. Le voyage, un sujet propice à l'imagination et bien évidemment mis en scène de nombreuses fois au cinéma. J'aurais pu vous parler de l'univers de Tolkien adapté pour le 7e art par le néo-zélandais Peter Jackson qui est le Seigneur des Anneaux avec ses périples épiques où l'on découvre cet univers incroyable de la Terre du Milieu. Ou encore vous emmener dans l'espace avec les 1001 récits de science-fiction qui sont aujourd'hui cultissimes comme 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick ou plus récemment Interstellar de Christopher Nolan.
Mais moi, la cinématographie qui m'inspire le voyage, la découverte, l'immensité des cultures, et qui plus est le fait d'une subtilité exemplaire, c'est celle du cinéaste japonais Hayao Miyazaki. Alors laissez-moi vous parler de ces films qui m'ont marqué. Si vous n'avez pas vu les films d'Hayao Miyazaki, déjà, regardez-les, vous passez vraiment à côté de quelque chose. En plus des histoires poétiques à souhait, de l'animation plus que sublime et bien évidemment de la musique de l'immense Joe Hisaishi, qui fera un jour l'objet d'une chronique à part entière, vous ressentirez probablement une étrange sensation, celle de vouloir se rendre dans les univers proposés par ces films. En effet, Miyazaki a le don de rendre ces univers tangibles et particulièrement agréables. Et cela passe avant tout par ces décors et les cultures que l'on retrouve en eux à travers les accessoires, les costumes et la bouffe. Parce que oui, si après avoir vu Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant ou encore Kiki la petite sorcière, vous n'avez pas faim, laissez-moi vous annoncer que votre cerveau situé dans votre estomac n'existe pas. Tiens, prenons ce dernier exemple, Kiki la petite sorcière, pour comprendre comment Miyazaki nous donne envie d'aller avec ses personnages découvrir leur monde. Le secret, c'est de s'inspirer de pays du monde et plus particulièrement de l'Europe. Car oui, entre les grandes villes de Suède, d'Italie, de France, du Portugal et celle de Corico dans Kiki la petite sorcière, il n'y a qu'un pas de fourmi. En effet, chaque bâtiment est minutieusement dessiné et placé pour nous faire ressentir pleinement cet univers très européen. Et que je mets un peu de campagne anglaise par-ci, et que je mets un peu de grandes villes par-là, de grandes villes d'Italie, de grandes villes de France, tout est finalement mystérieusement cohérent et rend ce monde tout à fait tangible. Bien évidemment, la musique n'y est pas pour rien. Entre la valse ouest européenne du château ambulant qui sillonne entre les maisons à colombage alsacienne et la valse franco-italienne de Kiki la petite sorcière qui découvre avec nous un Stockholm complètement revisité. Il y a vraiment tout qui nous crie vraiment à la face. Regarde, ce monde existe, ce monde est beau, ce monde n'est pas loin, allons donc le découvrir. En plus de la musique et des décors, les cultures représentées y sont pour quelque chose dans la tangibilité de ces mondes. Mais il manque un petit élément, qui pourtant est essentiel dans notre attachement à ces univers. En effet, comme Miyazaki s'est énormément inspiré de l'Europe pour faire son world building, nous pouvons avoir la sensation de vivre dans ces univers et donc par conséquent ne pas spécialement envie y voyager car c'est chez nous. Son secret réside alors dans l'époque qui les représente. Entre la beauté des années 50 dans, encore une fois, Kiki la petite sorcière, la période de la Seconde Guerre mondiale dans Porco Rosso ou Le Château ambulant ou encore le début du 19e siècle dans Le Château dans le ciel, ce réalisateur de génie nous présente en réalité des univers que l'on ne connaît pas. C'est donc ce sentiment, celui d'une vague familiarité, légère nostalgie, qui nous donne envie d'aller visiter la France de Kiki la petite sorcière, l'Alsace du Château ambulant ou l'Italie de Porco Rosso. Mais Miyazaki ne présente pas seulement des univers européens dans ses œuvres, et s'inspire aussi du Japon de chez lui, comme dans Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Le vent se lève ou encore Princesse Mononoke. C'est donc dans la précision phénoménale que ce réalisateur met dans la création de ces univers qu'il nous donne envie d'y voyager. C'était Kiki Delivery Service, composé par Joe Hisaishi pour le film Kiki la petite sorcière, sorti en 1989. Il est 13h33 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du voyage.
Vous en avez pensé quoi de cette petite musique que personnellement trop j'adore? bien. Bah, elle est géniale. Tu veux vraiment mon avis ou tu le connais déjà? Oh, je le connais déjà, mais vas-y, donne-le pour nos auditeurs. Juste incroyable, Joe Hisaishi. pépite. Évidemment. Et justement, tu vas nous faire une petite chronique sur Oui. l'importance de voyager. C'est fou, vraiment, notre émission, on s'est même pas vraiment concerté sur les chroniques, mais elle est hyper construite. Babouillou nous parle des univers du voyage. Ilan reprend ça en parlant des univers historiques du voyage. Puis moi, je reprends avec l'Europe dont a parlé Ilan dans ses univers. Et toi, tu reprends avec l'importance de voyager, mais cette fois plus précisément en France. Et c'est à ton tour de nous parler de tout ça. Bonjour à tous. Si je vous dis voyage de rêve, vous pensez à quoi en premier? Une plage de sable fin avec une mer azur. Des palmiers, des cocotiers peut-être, même le bikini qui va bien. Ou bien vous pensez aux grandes montagnes péruviennes. Ou encore aux grands immeubles tokyoïtes et au carrefour de Shibuya. Et je suis bien d'accord avec vous. Toutes ces destinations nous font bien rêver. Et si je vous disais que je connaissais un pays qui réunit presque toutes ces catégories? Je parle bien sûr de notre merveilleux pays, la France. Bon, certes, j'avoue, nous, on n'a pas Shibuya, mais on a quand même le Téléport 5 devant le lycée qui est encombré quand il y a des blocus, et ça, c'est pas rien. Trêve de plaisanterie et revenons-en à nos choux-fleurs. La France, c'est quand même un pays magnifique. Je fais un aparté maintenant. Quand je vais parler de la France dans cette chronique, j'ai parlé de la France métropolitaine, parce que bien sûr que la Corse, la Guyane, c'est magnifique. Mais là, j'essaie de convaincre les sceptiques de voyager sans prendre l'avion et d'aller regarder à côté de chez eux la beauté qu'elles ne voient pas forcément. Même la Creuse, c'est magnifique. On peut observer la beauté du rien, la beauté du néant, la beauté du vide, des vaches et des brebis. Poziola Jarry là. Encore une fois. Il t'a encore taclé d'ailleurs, on en reparlera Oui, après. je sais. Je vous le concède, mon premier argument n'est pas très vendeur, mais attendez, j'en ai encore plein en réserve. Vous aimez la couleur, vous aimez les fleurs. Votre destination de rêve, direction Valençol. Des champs de lavande à perte de vue. Le magnifique violet contraste avec le bleu du ciel, s'il fait beau. Enfin bref, pépitas pour ceux qui aiment bien prendre des photos ou peindre parce que les couleurs sont magnifiques. Et c'est que le début. Vous souhaitez vous rendre dans le désert. Drôle de choix, mais passons. J'ai une destination française bien connue, mais pas moins magnifique à vous proposer. Les dunes du Pilat, bien évidemment. Tout bénef, le sable, les dunes et la chaleur en moins. Made in France. Et on repart un peu plus dans notre cher pays pour les amoureux d'architecture. Le Mont-Saint-Michel en Normandie. Situé sur une presqu'île normande, vous pouvez y accéder à pied à marée basse. C'est une petite citadelle magnifique. Et là, je parle en connaissance de cause parce que j'y suis déjà allée. Hop, maintenant, on file dans les montagnes pour observer la cascade des Tuffes dans le Jura. Ça vaut peut-être pas les chutes du Niagara, et je parle pas de celles que tu as quand tu viens de te faire larguer. C'est un peu violent pour une semaine de Saint-Valentin, désolé. Mais ça reste un très beau paysage quand même. Si vous voulez visiter la vallée de la mort en Arizona, je vous propose un paysage un peu plus vert, voire beaucoup plus vert, mais il y a quand même des montagnes qui sont à peu près dans la même couleur. Et comme je suis un boulet, j'ai oublié de vous préciser où c'était dans ma chronique, mais c'est quelque part en France. Tu te débrouilles. Non, Je mais me comme ça débrouille. pousse nos auditeurs à faire leurs recherches et à ne pas être, à être autonomes finalement. Ne pas être dépendants de nous. Exactement. Il y en a encore plein des merveilles de la nature en France, dans ce magnifique pays qu'est le nôtre. Nous avons la chance d'avoir tout un tas de paysages divers et variés. Je ne vous ai volontairement pas parlé des calanques de Marseille ou des falaises d'Étretat en Normandie, car ces deux lieux sont trop touristiques et sont abîmés par le passage de l'humain. Donc faut éviter d'y aller pour ne pas dégrader encore plus. Et bien sûr, tous les lieux dont je vous ai parlé, il faut les respecter et ne pas les dégrader. Dégrader, ça veut dire écrire sur un mur jusqu'à jeter les déchets par terre. Laissez les lieux tels que vous les avez trouvés, c'est très important. Et même parfois, juste marcher dans des hors des chemins, donc des zones qui sont protégées, ou même déplacer des cailloux ou des trucs comme ça peut abîmer la faune et la flore, et c'est très dangereux pour l'environnement. Typiquement les dunes du Pilat.
Les dunes Exactement. du Pilat, faut faire aussi. Typiquement, ne pas faire de snow sur les dunes du Pilat. Exactement. Du coup, j'ai mentionné les dunes du Pilat parce que c'est quand même vachement chouette. Mais il faut quand même faire gaffe et essayer que ça devienne moins touristique. Respecter l'environnement. Exactement. On en parlera plus précisément dans le débat pour le watch time. Restez jusqu'à la fin. Enfin, le watch listen plutôt. Bref. Listen time. Bref, tout ça pour dire que oui, les voyages à l'international, c'est bien. Ça permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles saveurs. Mais avant de découvrir de nouvelles choses, ne vaut-il pas mieux apprendre à connaître celles que l'on a déjà ? C'est beau la fin, j'aime bien. Voilà. Quelle chronique, ça mélange humour, beauté, conclusion magnifique contre, et c'est- philosophique. À l'image de la France. Sans pousser dans la vanne, c'est extrêmement vrai. Oui, Beaucoup se disent je vais partir, je vois toujours les mêmes choses, etc. Tu fais 50 km à partir de chez toi, tu es Exactement. dans un endroit tout à fait différent. surtout que ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'ai entendu dire que la France était l'un des pays les plus variés au monde, c'est-à-dire qu'on était le pays avec le plus de décors différents, c'est-à-dire Ça, c'est compliqué à quantifier. Non ouais, Oui, mais parce que c'est-à-dire ça dépend de la on est un pays, taille. tu vois, qui est particulièrement exposé aux littoraux. Et pourtant, on est dans l'Europe de l'Est, donc de l'Ouest, donc on a vraiment des montagnes à portée de main, donc on a vraiment à peu près tout, tu vois. Oui, c'est simple. Vous voulez aller à la mer, bon, il y a toute la mer Méditerranée, il y a toute Exactement. la côte En fait, ouest. Vous voulez aller à la montagne, on a je ne sais combien de massifs. Et Pyrénées, Alpes, même- massif, là, j'ai- massif central, Là, j'ai pas Jura. parlé de la Bretagne, mais par exemple, Oui, en on soi, la mer, il y a la Bretagne aussi. Et la mer, c'est pas forcément l'été. La Ouais. mer, l'hiver, c'est génial. Se balader sur les rochers, c'est Se extraordinaire. baigner le 31 En décembre, fait, c'est trop drôle. Ça, on non. a tout. Ça, t'es fou. On a tout en France. On a vraiment l'Angleterre avec la Bretagne, on a l'Espagne avec les Pyrénées, on a l'Italie avec les Alpes, on a vraiment la Suisse avec le Jura, le Massif central. Après, tout je pense que la Ouais. Bretagne, tu peux dire la Bretagne avec les Bretons. Parce que à ce niveau-là, C'est Non, mais vrai. on a aussi vraiment, vous voulez avoir chaud, vous descendez dans le sud, vous voulez avoir un peu plus froid dans le nord, vous voulez une ambiance de Noël, aller en Alsace, vous et voulez... rien que les cultures sont, les cultures sont différentes. En Énormément de Bretagne, cultures, oui. tu vas avoir. J'aime beaucoup la Bretagne. En Bretagne, tu vas avoir des danses qui vont être différentes que dans le Poitou-Charentes, que dans la région toulousaine, parce Ah, que mais- c'est différent, la culture est différente, l'histoire est différente. On peut quand même parler du fait que dans notre pays, nous avons un deuxième pays, le Pays Basque. S'il vous plaît, Oui. c'est tellement des cultures et d'autres mœurs que on le surnomme un autre pays, quoi. Dans ce même pays, on a des panneaux, vive la Bretagne, on a des panneaux qui sont écrits en français et en breton Dans, pour désigner des villes, choses comme ça. Alors, en en Bretagne Alsace aussi, d'abord. et en Alsace, ils parlent alsacien aussi, c'est vrai. Oui. Et on a Paris. Non, mais tu le dis comme ça pour rigoler, mais il y en a beaucoup qui, quand on voyage aux États-Unis, vont voir quoi, New York, Washington, Mais et voilà. C'est ça, et ces personnes vont dire j'ai fait les États-Unis ou Non. j'ai fait. C'est pareil, tu peux pas dire par exemple t'as fait un pays si t'as fait une ville, si t'as fait un quartier, tu vas de New Ouais. York. T'as pas fait New York si t'as fait un quartier de New York. Mais aussi, vraiment, pour vous dire à quel point on a vraiment tout en France, dites-vous que Le Seigneur des Anneaux, ce film de Peter Jackson, a été vraiment reconnu pour avoir des décors sublimes, des lieux magnifiques. Et donc, la Nouvelle-Zélande est devenue très touristique, un petit peu grâce à ça. Et donc, depuis, c'est vraiment le pays de l'univers du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment irréel. Et il y a, je crois, dans le Massif central, un fan-film qui avait été fait qui parodiait le Seigneur des Anneaux. Et l'acteur de Frodon, Elijah Wood, il a vraiment dit c'est fou, en France, vous avez tout, vous avez la même chose qu'en Nouvelle-Zélande, sauf que vous n'avez pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour aller tourner, vous avez vraiment tous les décors qu'il faut pour tout faire. Typiquement, que tu veux de la verdure comme ça, les Puy-de-Dôme. Bah oui, complètement. Mais vraiment, genre, même moi, quand j'étais petit, quand j'allais avec ma famille dans les Pyrénées, dans les Alpes, au bord de la mer ou en Bretagne, tout ça, à chaque fois, quand j'allais faire des balades et que je me retrouvais dans des décors impressionnants, je m'imaginais, je sais pas, être un super-héros en train de battre des monstres dans ces décors, parce que vraiment, c'est des décors simplement féeriques. C'est des lieux féeriques, et d'où la nécessité de les préserver et ne pas faire n'importe quoi avec. Oui. Et donc, je vous propose pour ça un petit débat, notamment sur l'impact du voyage sur l'environnement. À chaque fois, vraiment, je lance ce jingle et je vois Ilan lever la main. Donc, en attendant, je vais peut-être formuler la question pour que ce soit assez précis. Selon vous, quel impact le voyage en règle générale
peut avoir sur l'environnement, que ce soit en termes positifs ou en termes négatifs? Avant toute possible réponse, il faut replacer le contexte. C'est-à-dire que Claire vient de nous parler de la France. Il faut replacer la France dans le contexte du tourisme international. Beaucoup savent sans doute que la France est le pays le plus visité chaque été. Vous le saviez pas? Non. Je ne le savais pas. Maintenant tu le sais, la France c'est premier en termes de tourisme depuis je ne sais combien d'années. C'est le pays qui est le plus visité avec 89 millions de visiteurs par an, devant l'Espagne à 83 millions et en troisième les États-Unis à 80 millions. J'allais dire un truc horrible en totale contradiction avec ma chronique. Vas-y. J'allais vraiment dire mais il y a rien à voir en France. Bah si. Du coup si. Écoute-moi Claire. Si, il y a plein de choses à voir en France. Écoute-moi Claire. Écoute-toi Claire. Pour placer ça un petit peu dans un contexte économique, on est premier en termes de nombre à 9 millions devant les Américains, mais on est troisième en termes d'argent que ça rapporte, 150 millions derrière les Américains. Les Américains c'est 214 millions. Milliards, pardon, j'ai mal lu. Milliards de dollars par an le tourisme, puis l'Espagne 74 milliards, puis la France 67 milliards. Et comme tu le disais, ah non, c'est la Thaïlande, je croyais que c'était la Nouvelle-Zélande qu'on retrouvait dans les tops, mais non, la Nouvelle-Zélande n'est même pas dans le top 10. Oui. Vous permettez que je réponde à la question simplement, on passe directement et qu'après je parte. Ah oui, vas-y. Donc après vous reviendrez sur mon opinion. Du coup, les points positifs, je pense que ça donne envie de découvrir le monde et que ça donne envie de le protéger. C'est-à-dire que si vous allez voir les Pyrénées, etc., vous allez vous dire, enfin même n'importe quoi, si vous voyagez et que vous trouvez votre monde beau, vous allez tout de suite avoir plus envie de le protéger, etc. Et ça peut aider certains à se rendre compte, par exemple, de l'impact qu'on a en constatant la pollution, etc. Ou simplement de se dire « Waouh, notre planète, elle est trop bien, faut la préserver ». Négatif, l'avion, le transport, bateau, voiture, pollution, tourisme, etc., etc. Voilà, j'ai fini. Je veux juste revenir. Du coup, j'ai trouvé le nom de l'Arizona français, on va dire. Vraiment, t'es en retard tout le temps. Oui, donc c'est dans ma chronique, c'est le Colorado provençal. C'est ce que j'allais dire. Tu sais d'où je le sors? Non. Redbox Trip 1 avec le palais du facteur cheval. Le palais du facteur cheval. Il y a un film magnifique qui a été fait sur ce palais et vous pouvez le regarder. Encore quelque chose à visiter. On vous laisse regarder sur Google, c'est magnifique. On n'en a pas parlé aussi, mais vraiment juste visiter des villages ou des villes. Genre, je sais pas, Aix-en-Provence, aller voir Aix-en-Provence, c'est impressionnant. En termes de beauté, d'architecture, tout ça, il y a vraiment une vibes, une énergie qui se dégage de cette ville, ou même genre juste des petits villages, genre venez à Pouziou-la-Jarry, vous allez voir. Non, Pouziou-la-Jarry, on a dit que c'est comme la Creuse. Ouais, non, mais c'est ce que je veux dire, même dans des petits villages typiques français, il y a toujours des petits trucs à voir, je sais pas, en Alsace, quand j'y suis allé avec Ilan, oui je sais que tu vas vouloir parler, juste voir ces décors de maisons à colombage et ces collines avec ces plaines juste à côté, c'est génial. Et même dans plein Strasbourg, le petit café traditionnel. Mais oui, mais ça, on en parlera juste après de la culture. On dit au revoir à Babouillou. Au revoir Babouillou. Ah si, il va nous dire au revoir quand même. Au revoir tout le monde, je suis désolée de partir maintenant. C'était une bonne émission et je vous aime très fort tous. Bisous, bisous, bisous. Je voulais revenir sur ce que tu étais en train de dire par rapport à revisiter les villages, etc. Il y a une super application qui s'appelle Terra Aventura, je sais pas si vous connaissez. Ah non, ça me dit rien. Absolument pas. Génial, je vais pouvoir vous la présenter. En fait, c'est dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Il y a une application qui s'appelle Terra Aventura qui permet de visiter donc, des villages, des villes à travers des parcours avec des questions. Donc vraiment, en fait, je connais. Voilà, c'est incroyable. Et donc, moi. Et donc souvent quand on va donc, en Nouvelle-Aquitaine, pour l'instant c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, on regarde dans le village qu'on va ou dans la ville qu'on va. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était à Senon, dans mon petit village. C'est des sortes de jeux de pistes en fait. Exactement, et à la fin tu peux gagner un petit badge. C'est trop bien. Attends, Babouillou veut redire au revoir. Vraiment, ce débat n'a aucun sens. Au revoir tout le monde. Enfin bref, voilà, j'adore cette application et tu tapes le nom de la ville ou du village dont tu vas et ils peuvent potentiellement te présenter des trajets et il y en a parfois pour les grandes villes, plusieurs pas grandes villes. Tu veux savoir quelque chose? Ouais. J'en ai fait des trucs comme ça partout, à chaque fois que je vais dans des villes, ma famille veut en faire, ça me saoule. Vraiment, je préfère tellement découvrir les villes par moi-même, aller dans les petits chemins. Il en faut pour tout le monde. Je sais pas, oui, bien sûr, il en faut pour tout le monde, mais c'est là l'important que j'exprime mon propre avis parce que peut-être que d'autres se retrouveront dans ce que je dis.
visiter un village, visiter une ville et trouver un petit chemin qui pue la pisse vraiment, qui n'a rien à voir, mais qu'au bout on trouve un truc qui est génial, qui est un décor magnifique. Juste cette petite découverte, je trouve ça incroyable et juste se perdre. C'est ça ce qui est important aussi dans le voyage, c'est se perdre. Je suis d'accord avec toi. Qui est génial. Mon père a un point de vue très similaire au tien. Mais en fait, rien n'empêche de diverger. C'est-à-dire que tu vois, donc tu regardes, tu fais oh le petit chemin sympa, c'est pas prévu par là que j'y aille, mais hop, j'y vais. Et au lieu de faire ton trajet en 1h30, tu vas le faire en 4 heures, mais c'est pas grave. Le but, c'est à la fin d'avoir un petit badge. Moi, du coup, je vais juste finir pour ces petits villages. J'ai fait cet été, l'été dernier, du coup, le plus beau village de France de cette année, qui est Saint-Cirque-la-Popie. C'est un univers, toujours dans l'univers médiéval, c'est magnifique, les fleurs partout, c'est haut en couleur. Donc voilà, sinon vous pouvez visiter aussi celui de Collonges-la-Rouge, donc qui est tout fait en pierre rouge, parce que c'est sur une carrière, extrait d'une carrière qui est à côté, qui date de l'ancien temps, qui est magnifique. Tu te balades dans ces rues de couleur brique, c'est beau. Et là, je viens de l'apprendre, je cherchais. Et donc, il y a le village pour nous, Nouvelle-Aquitaine, qui a été une année plus beau village de France, c'est Dôme, D-O-2-M-E. Et je regardais, c'est sur une sorte de petite montagne. Du coup, le matin, par exemple, quand il y a la brume, t'as ta brume, si tu regardes du ciel, et par-dessus, le village qui surplombe, c'est magnifique. Et même dans les petites ruelles, il a l'air magnifique. Et Pouzy-la-Jarry dans tout ça. Pouzy-la-Jarry, on s'en fout. Oh. Est-ce que t'as un terrain aventure à Pouzy-la-Jarry? Non, mais genre City Stade. Eh ben moi, dans mon village, j'ai et un terrain Aventura et un City Stade. J'en ai même 2. Eh ben moi, dans ma campagne, j'ai 7 moutons. Oh Et des éoliennes. J'ai beaucoup plus de moutons que d'habitants. Je la fais tout le temps, ça. On est au courant. Mais pour revenir un petit peu à l'impact sur l'environnement, selon vous, qu'est-ce qui serait bien de faire afin de limiter cet impact? Alors, d'un point de vue écologique. Sensibiliser éducationné comme d'habitude, éduqué évidemment au terroir du pays, c'est-à-dire que ça soit pour la France, parce que la France on a quand même un très beau paysage, mais pour d'autres pays, c'est-à-dire que les gens vont vouloir visiter ce pays, enfin ceux qui partent en vacances par exemple, et donc ils vont visiter ce pays pour quelque chose et se rendre compte que c'est fou. La France c'est le premier pays touristique comme tu disais. Et la réflexion que j'ai eue, la première, c'était mais qu'est-ce qu'ils ont à voir? Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent voir? En contradiction avec ce que j'ai dit. Et sensibiliser à se dire que dans ton pays, t'as des trucs magnifiques que tu ne connais pas parce que t'es habitué, on va dire, à le voir tous les jours. Où tu dis la France est mon pays, je le connais par cœur. Non. Même si tu y habiteras pendant 100 ans, tu le connaîtras pas par cœur. Oui, mais il y a un truc qui rejoint ce que tu as dit, c'est que quand il y a un touriste étranger qui vient en France, il va respecter chaque chose, il va apprendre chaque coutume, il va être dans le respect et dans l'ébahissement, ça se dit? Être ébahi. Oui, être ébahi, l'ébahissement. Dans l'extase. Voilà, dans l'extase du pays. Du pays que toi-même tu vois tous les jours, mais que toi tu ne respectes pas. Ou moins en tout cas. Pourquoi? Parce que c'est ton pays. Quand tu vas dans un autre pays, chaque petite chose pour toi te paraît magnifique. Complètement. Alors que pour, quand tu vas en Espagne, pour les Espagnols, c'est chez moi, bonjour, comment tu vas C'est ça, c'est même le fait de mettre un pied de l'autre côté d'une frontière, tu te dis, c'est incroyable, tu vois. Voilà. Je suis dans un autre pays. Ouais, alors entre la frontière entre l'Espagne et la France, il n'y a rien, c'est les Pyrénées. C'est un trait fait sur une carte, tu vois. C'est ça. Que tu sois d'un côté ou de l'autre des Pyrénées, tu es dans les Pyrénées. Donc dans tous les cas, tu peux t'extasier d'un côté comme de l'autre des Pyrénées. Je suis d'accord. Donc avant de décrédibiliser votre pays, regardez-le sous tous ces aspects. Je suis sûr que toujours, tu ne peux pas connaître un pays par cœur. Tu ne peux pas avoir tout vu. Et après, pour des personnes qui veulent aller à l'étranger, là c'est un autre enjeu, par contre. Parce qu'il y a voyager et voyager. Voyager dans ton pays, d'accord, mais si tu veux vraiment aller à l'étranger, les conséquences sont bien plus lourdes. Évidemment. Et je sais que moi, par exemple, ça me dramatise, que je suis quand même quelqu'un d'assez écolo, mais mon rêve, c'est d'aller au Japon. Or, le Japon, t'y vas en voiture, non, t'y vas en avion. C'est compliqué, c'est beaucoup... Tu peux essayer d'y aller en train et en bateau, mais tu passes par des pays un petit peu en guerre, quoi. Oui, mais surtout que le bateau est plus polluant que l'avion. Ouais. Aussi. Et l'un des trucs aussi en fait, c'est l'aspect positif et l'aspect négatif, c'est qu'on arrive à acquérir une immense ouverture sur le monde, une immense ouverture sur la culture, mais d'un autre côté, évidemment, il y a l'impact écologique. Mais cette ouverture des cultures, cette ouverture sur le monde,
je trouve qu'elle est super importante et je me souviens plus quel vidéaste avait dit une phrase dans le style, mais c'était grâce à cette ouverture sur le monde, grâce au voyage, qu'on pouvait éviter tout ce qui est haine, tout ce qui est justement cette haine qu'on peut avoir avec certains pays, et je trouve que c'est très vrai. Il y a des moments donnés où je suis bien d'accord de se dire que avec Internet, avec tout ça, il y a une ouverture sur le monde qui est beaucoup plus grande, mais qui est différente, C'est ça. que quand tu es dans le pays, que tu rencontres des vrais gens, que Exactement. tu discutes, que tu ne comprends pas parce que c'est pas ta langue, et du coup tu essaies de parler avec des gestes, parce que il y a des moments donnés où tu es perdu au fin fond de la montagne péruvienne, tu parles pas le péruvien, si ça existe, cette langue. Oui, ça existe. Voilà, et c'est compliqué, tu vas devoir parler avec des langues, avec des mains, Ouais, avec c'est ça. Ouais, Avec des langues Et universelles. puis même, certes, l'ouverture du monde sur Internet, mais est-ce que quand on va en voyage, beaucoup ne chercheraient pas justement à C'est prendre ça. son téléphone, le balancer par la fenêtre de l'avion pendant qu'on y va, pour se déconnecter un petit peu et vivre Exactement. et se reconnecter avec la nature ou tout l'humain. serait sur Insta finalement. Et en fait, Internet, ça permet peut-être de connaître et de savoir ce qu'il y a autour de soi, de savoir ce qu'il y a dans le monde, mais ça permet en aucun cas d'en prendre conscience. Et c'est ça ce qui est hyper important. C'est pour ça que je dis que c'est bien, parce que ça te permet quand même d'avoir une ouverture sur le monde beaucoup plus simple, mais ça a ses limites, Et c'est pas la même ouverture sur le monde. complètement. Et pour cette ouverture sur le monde, cet aspect beaucoup plus culturel en tant que tel, je vous conseille de voir la série de vidéos Viré-Ciné de Fossoyeur de Films. Vraiment, regardez ces vidéos parce que c'est génial. En gros, son concept, c'est qu'il va dans un pays et il fait un trip dans ce pays dans lequel il va essayer de retrouver tous les décors qui ont été utilisés dans des grands films. Donc au Maghreb, il peut aller voir des décors de Star Wars. En Nouvelle-Zélande, bien sûr, Le Seigneur des Anneaux. Enfin, il fait, même en Islande avec Game of Thrones, il fait plein de vidéos de ce style. Il y en a 7 actuellement qui sont plus ou moins longues, entre 20 minutes et 40 minutes. Et vous pouvez les regarder parce que c'est passionnant, l'histoire qu'il y a derrière les décors et derrière les lieux de tournage de ces films. Et tant qu'on est sur les recommandations, parce que on est là-dessus, je vous recommande aussi la chaîne YouTube d'une youtubeuse qui s'appelle Luan Mancho, qui est incroyable. Elle est pleine d'humour et elle voyage en train. Elle essaye un maximum de faire des voyages en train, et elle voyage beaucoup, mais en train. Et du coup, elle nous partage ses voyages, ses rencontres, et c'est incroyable. Et elle a beaucoup d'humour, et cette fille est incroyable. Et il y a aussi des gens qui font des concepts pour rester dans ce thème écologique avant de passer à autre chose, qui se disent ok, on va voyager dans le monde en faisant tout simplement du stop. Et donc ils y allant à vélo aussi. Ils prennent un peu d'argent sur eux au cas où, ou alors pas du tout, ça dépend des gens. Ils prennent un sac à dos et ils font du stop pour aller à des endroits qu'ils ne connaissent même pas forcément. Et donc ça, je trouve ça génial parce que c'est vraiment le concept de se perdre et donc de finalement se débrouiller avec les moyens dont on dispose, avec la capacité de parler dont on dispose, et ça permet vraiment de découvrir les choses telles qu'elles sont réellement, comme elles ne seraient pas si on suit un guide touristique ou alors qu'on est sur son téléphone en train de prendre des photos. Avec ça, tu ajoutes le lien avec l'humain aussi, la connexion sociale. Et exactement. Et donc, de ce point de vue-là, je suis désolé de te couper la parole, mais ce sera probablement ce que tu vas vouloir dire. D'un point de vue relationnel humain, ça va être ma deuxième question du débat. Attends, t'as un truc à dire d'abord. Tu veux finir sur l'écologie ? Oui, sur l'écologie. Sur l'impact sur l'environnement. J'ai encore beaucoup de choses à dire alors. Tu me laisses 5 minutes. Ok, je te laisse 5 minutes. Tant qu'on est à peu près sur les recommandations, on a des certifications ou des labels qui ont été créés en termes d'écologie pour la France, et certains sont même européens, tels que le Écolabel européen hébergement touristique. Ça, c'est pour l'Union européenne. La clé verte, il est international, lui. Green Globe international. Hôtel au naturel, Gîte Panda, Écogîte, c'est français. Camping qualité, pour tous les campings qui contient des engagements sur l'insertion paysagère et la protection de l'environnement. Et donc tout ça, ce genre de petits labels, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ADEME, A-D-E-M-E. Ensuite, pour continuer sur l'écologie, j'aime bien m'appuyer de chiffres. En 20 ans, le nombre de touristes a fait plus 133%. On est à 1,8 milliard de touristes internationaux qui sont prévus pour 2030.
Et pourquoi le tourisme intéresse autant les pays? Parce que tout simplement, c'est une énorme source du PIB. Par exemple, pour la France, c'est 8,5% de notre PIB. Le premier, c'est la Thaïlande. Absolument pas négligeable, quoi. Voilà, 19,7% du PIB de la Thaïlande. Waouh, c'est impressionnant. Presque 20%, presque un quart en gros. Un cinquième. Mais le côté noir, c'est que le tourisme, c'est 8% des émissions totales de gaz à effet de serre pour toute l'humanité. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Les 3/4, c'est le transport. La consommation d'eau pour les sites touristiques, c'est plus de 111% de consommation annuelle d'eau, plus de 197% de consommation annuelle d'énergie, plus de 27% de production de déchets par rapport à la moyenne. Voilà les petits chiffres. Et si on essayait de différencier tourisme et voyage, quelle serait la différence selon vous ? Pour moi, le tourisme, c'est le fait de voyager dans un but de vacances récréatif, alors que le voyage pur, c'est juste changer d'horizon. Le voyage, non, j'avais regardé la définition pure. Le voyage, c'est le fait de bouger, mais à une certaine distance. La définition géographique, je l'avais vu en géo, ça. Mais moi, ce que je verrais pour différencier tourisme c'est ça, et voyage... déplacement d'une personne qui se rend dans un lieu assez éloigné. C'est le voyage. Moi, ce que je verrais vraiment pour différencier tourisme et voyage, comme tu l'as dit, le tourisme, ce serait vraiment très récréatif, quelque chose pour se divertir, pour partir en vacances, pour vraiment mettre la tête ailleurs. Alors que justement, le voyage, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire se déplacer avec sa tête, avec son esprit, afin de découvrir autre chose. C'est vraiment une notion de découverte qui est derrière le voyage. Je trouve personnellement qu'il y a une notion de découverte plutôt qu'une notion beaucoup plus de divertissement. Oui, c'est ça. Moi, tu me demandes qu'est-ce qui me fait penser au tourisme. Instinctivement, je vais te dire des petits porte-clés, je vais te dire une plage, je vais te dire un truc comme ça. Enfin, voilà. Tu me demandes le voyage, je vais te penser à un sac à dos et des plaines, tu vois. Ouais, des beaux paysages. Ouais, plus voilà. de paysages. Ouais, je suis d'accord. Mais justement, il faudrait peut-être changer cette vision du tourisme de plus juste acheter et plage et voilà. Ouais, c'est ça. Et voyager. Je finis sur les petits trucs. Pour vos prochains voyages, je vous invite à privilégier dans cet ordre-là. Premièrement, le train, qui revient à être massivement plus écologique. Ensuite l'avion et ensuite le bateau. Le bateau est vraiment une aberration écologique. Et à bas les croisières. Ouais, voilà. Aussi. Globalement, c'est bien les croisières, mais pour rester sur un hôtel qui flotte, autant rester dans un hôtel tout court. Une croisière, c'est pas du voyage. En tout cas, j'estime que c'est pas du voyage. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais je suis désolé, au bout d'un moment, il faut savoir une responsabilité. Plaisir. Exactement. Ça, je comprends même pas l'utilité des croisières. Pour toi, mais pour d'autres, c'est le rêve absolu. Ouais, enfin, si c'est pour vraiment être dans une chambre d'hôtel, ouais, alors sur l'eau, wouh, c'est fun. Mais avec une piscine, voilà. Tu vois, au bout de 2 jours, t'en as marre. Bah ouais, enfin. T'es dans un hôtel, quoi. C'est ça. Tellement que c'est stable, t'es dans un hôtel, en fait. Et du coup, ouais, je pars en vacances dans un hôtel. Wouh. Après, il y a aussi les croisières qui juste pas traversent l'eau, mais qui vont de petit port en petit port et qui restent, genre, tu restes 3 jours dans un pays, puis dans un autre, puis dans un autre. Mais c'est-à-dire que tu comprends déjà un peu plus l'idée. Ouais, mais t'as quand même une grosse contrainte de si tu rentres pas dans le bateau, il part sans toi, quoi. Et du coup, t'es bloqué tout seul sans tes affaires parce qu'ils sont restés dans le bateau, dans un pays que tu connais pas. Et franchement, 2-3 jours, c'est très peu. Enfin. Tu peux pas profiter. Exactement. On n'arrive pas à découvrir pleinement. Ouais, mais la vision du voyage dépend à chacun. Ouais, mais pour se dire la connerie du concept de croisière, à quel moment tu fous une piscine sur l'eau? Bah oui, c'est ça. Alors, mais si, parce que l'eau, ça flotte. L'eau flotte dans l'eau, c'est ça ce que tu veux dire? Claire, elle a bugué. Même là, je comprends pas. C'était une blague. Claire. Mais en fait, dans les croisières, ce qui est complètement coupé, même par rapport au tourisme, ça l'est x100, c'est de couper les relations humaines et ce plaisir de les découvrir. Et je me fais cette transition toute trouvée. Non, j'ai toujours pas fini sur l'écologie. Oh. Mais dans un quart d'heure, moi je m'en vais, donc passons à la question suivante. Je te donne le mot de la fin pour l'écologie. Fais-toi plaisir. Merci pour l'écologie liée à économie. Dans le même ordre, ce sera pareil, ce sera toujours train, puis avion, puis bateau. Ça vous reviendra moins cher de prendre le train et ce sera toujours mieux et plus écologique. Et puis le train, c'est chouette. J'aime bien le train. Ouais, moi aussi. Du coup, j'ai abrégé, j'avais ça des me fait chiffres, penser à Chihiro.
à Non, chaque bah, fois. je trouve juste ça agréable. Non, mais oui. à chaque fois que je suis dans le train, vraiment, j'ai l'image du train sur l'eau de Chihiro. Oui, je vois. Très Voilà. bien. Bref, je voulais vous parler justement des relations humaines parce que je trouve que ce sujet est hyper important qu'on aborde le thème du voyage. Oui. D'un point de vue relations humaines, est-ce que pour vous le voyage c'est positif ou négatif? Et Absolument positif. Avant de répondre, Trop tard. avant de répondre, Ilan, Je suis dissipé je aujourd'hui. vais vous donner juste quelques mots. Les colons versus l'ouverture sur le monde. Alors, moi, il y a un truc qui me gêne beaucoup, c'est dans la relation humaine, c'est par exemple quand tu vas Les aller humains. dans... ouais, je n'aime pas les humains. Non, mais quand tu vas aller dans tu sais, style Club Med, etc., et qu'ils vont organiser des sorties, Alors, où tu vois, ça va être une pseudo-sortie, par exemple, dans un village traditionnel, où tu vas rencontrer des gens qui sont payés pour être là, enfin des gens traditionnels qui... Ça me gêne parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque C'est chose faux. de... Ouais, c'est ça. c'est faux. c'est synthétique. Puis vraiment, tu vas te prendre en photo en mode « Hey, regarde, avec qui ?» Enfin, Et c'est pour ça justement, par exemple, ce café typique alsacien, Oh oui. dont on a parlé très rapidement tout à l'heure. Pour reposer un peu de contexte, avec Ilan, on est parti en vacances en Alsace, un endroit où il va régulièrement, et où tu as grandi même. Et En partie. à Strasbourg, il y a vraiment un café alsacien Je lui ai fait qui découvrir est une petite typique adresse. alsacien, mais c'est pas un attrape-touriste comme les gens pourraient le penser. C'est vraiment un café. Même les Alsaciens eux-mêmes peuvent y aller sans même avoir l'envie de voir des gens typiques alsaciens. C'est vraiment C'est-à-dire que- de la pure culture en fait. ça va être comme quand tu vas aller en Bretagne, et j'adore la Bretagne, et que tu vas aller par exemple dans une fête de village avec du coup des gens qui vont danser, danser des danses bretonnes, où les gens vont parler breton. Moi, je me suis déjà retrouvée là-dedans quand j'avais 10 ans. Je suis repartie, j'ai envie d'apprendre le breton et de danser, de savoir Ouais, danser c'est des ça. danses bretonnes, tu vois. Et même encore aujourd'hui, quand je vais à des anniversaires de ma famille qui sont de Vendée, juste ça, juste être en contact avec des gens qui sont juste d'un autre département, enfin c'est la porte à côté quoi, ben, la culture est tellement différente que on a l'impression d'être complètement autre part et ça fait un bien fou. Vraiment, c'est impressionnant. Alors, du coup, si on parle de culture, jusqu'où irait pour vous l'appropriation de culture? L'appropriation culturelle. L'appropriation culturelle. Oula, J'aurais aimé le garder pour un autre débat, cette vaste, question de l'appropriation culturelle. vaste question. C'est très compliqué. Mais je pense qu'on va le garder pour un Ouais, autre bah débat, alors du pour coup, un juste autre pour sujet en dire d'émission. un mot Oui. proche mais éloigné, voyager vous fera découvrir, vous fera changer de regard sur le monde. C'est-à-dire que sur beaucoup de vos avis, je sais pas, sur quelques thèmes que ce soit, on se place toujours par rapport à ce qu'on a vécu forcément. Et donc si on reste tout le temps en France à regarder avec un regard français, ou même pire, avec un regard, je sais pas moi, centré sur soit la campagne, soit des grandes métropoles, on va toujours en fait avoir le même avis sur les choses et pas prendre en compte l'avis d'autres pays, parce qu'on est dans un pays qui est plutôt développé, qui est plutôt installé, où on vit bien. Mais quand tu vas voir, je sais pas, tu vas voyager dans un autre pays, parce que on parle beaucoup quand même de voyager dans des pays riches. Oui. Et quand j'en parle avec ma grand-mère, elle dit j'adorerais Voyager dans les des- pays pauvres, les Oui. pays pauvres d'Afrique, etc. J'aimerais pour beaucoup justement aussi. Se rendre compte de ce que c'est là-bas, et ça vous permettrait aussi d'évoluer vos avis sur les choses. J'ai envie de lancer un autre mini-débat, Attention. là où c'est sur la lecture qui fait voyager. Typiquement. Oh, Parce que belle transition. Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Petit pays de Gaël Faye, qui est pour l'instant, je trouve, incroyable, et donc qui se passe au Burundi, Mhm. Oui, Burundi, pays d'Afrique, c'est ça? exactement, pendant des guerres civiles, etc. Pas très drôle, mais où on est sur le point de vue d'un enfant de 11 ans, et donc on voit toute son innocence. En fait, cette lecture me fait sincèrement voyager. Non, mais je Où, comprends. où du coup je vois tout ce qui est différent, mais en même temps tout ce qui se ressemble à travers les yeux d'un petit garçon. Tu vois, eux, leur grande sortie, avec leurs potes, tu vois, c'est d'aller à l'aide d'une perche, c'est d'aller cueillir les mangues, les Voilà. mangues chez les voisins, etc. Tu C'est-à-dire vois, que leur connerie d'enfant, c'est ça, et je trouve ça incroyable. la lecture, d'ailleurs, on en parlera sûrement dans une émission à part. La lecture est tellement permet tellement de choses, dont le voyage.
Et je comprends, moi personnellement ça me le fait pas, mais des gens qui me disent mais quand je lis, je voyage, je vois tout ce qui se passe, etc. Je vous comprends, je suis pas dans votre monde, je vous comprends. Mais je pense que tu pourrais l'être. Ouais, mais j'ai la flemme. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, Écoute des livres audio. ou alors regarde des films. Non, mais c'est pour ça que je préfère les films. Typiquement, il y a un film qui m'avait énormément marqué. Je l'ai vu qu'une fois, il y a assez longtemps. Et pourtant, il m'a encore marqué aujourd'hui. Il s'appelle Parvana, une enfance en Afghanistan. C'est un dessin animé qui dure 1h30. Sincèrement, vous pouvez le regarder sans problème. Et dans lequel il y a une petite fille qui, justement, un jour, il y a son père qui se fait arrêter pour avoir tenu tête à des talibans. Et donc, elle va, du haut de ses 11 ans, voyager à travers le pays et travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, se déguiser en homme. Enfin, il y a toute une histoire vraiment autour de ça, de la culture de ce pays et de la culture, justement... cette culture qui n'est pas forcément bénéfique au pays, c'est-à-dire cette culture complètement, il faut le dire, misogyne, et c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, justement, il y a certaines cultures, ça me fait encore une fois une transition toute trouvée, qui ne sont pas forcément bénéfiques d'un point de vue purement humain. Et donc, c'est pour ça que, au vu de l'heure, j'aimerais un peu abréger la fin de ce débat pour vous parler un peu des colonies et de savoir si le voyage, justement, est toujours quelque chose de bien au regard de ce qui a pu se passer dans le passé, justement. Ok, avec les alors, colonies. ouais, parfait. Du coup, pour ma chronique, je me suis renseigné beaucoup sur ça. Et il y a beaucoup de pays qui ont encore... beaucoup, non, enfin peu, mais certains pays encore qui vont appeler des colonies, c'est-à-dire des îles annexées pour simplement servir leurs besoins. Mais je pense que la démarche, quand un monsieur tout le monde comme toi, Noé, toi, Claire, moi, comme un Léo qui vient de partir, etc., la démarche derrière voyager n'est pas d'aller conquérir. Voilà. Pour moi, cette démarche est très dépassée, en tout cas d'un point de vue d'un monsieur tout le monde. Je ne dis pas pour le reste, mais pour 99,9% des personnes, le but va être de découvrir une culture. Ouais. Et je sais pas, par exemple, si on prend l'exemple de l'Algérie qu'on a pendant longtemps colonisée, qui est indépendante que depuis bientôt 60 ans. Non, depuis 61 ans. Si un Français retourne en Algérie, d'ailleurs beaucoup de Français voyagent en Algérie, ce n'est pas pour faire « Ah, je suis Français, je domine ce pays ». Non. « Ah, je suis Français, je viens découvrir votre culture ». C'est ça, en fait, ça mais dépend ce que je voulais dire par là, c'était plutôt, est-ce que venir dans un pays qui a été colonisé pour vous, c'est une forme de voyage qui est pertinente et qui est justement... Moi, ça dépend de l'état d'esprit, en fait. C'est-à-dire que si tu vas en mode « Ouais, je suis supérieur, moi, je viens juste là pour passer des vacances, etc. » et vous méprisez, bah, déjà clairement... t'es débile. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Clairement, c'est pas bien vu, c'est pas bien. Si vous vous reconnaissez là-dedans, tournez le volant d'un seul coup à droite, s'il vous plaît. Exactement. Mais si tu vas en mode... Enfin, juste... Je découvre. Curiosité, tu Voilà. vois, en mode bon bah moi je connais pas, j'ai envie d'apprendre à découvrir. Ça, si j'ai envie d'apprendre, bah pour moi c'est pas gênant. Pour moi, il n'y a aucune différence, sincèrement, pour 99,9% des gens, il n'y a aucune différence entre un pays qui a été une colonie du tien ou pas. Et puis même justement, ça peut être aussi intéressant d'aller regarder les vestiges, par exemple, Oui. en Amérique, tu vois, les vestiges des colonies esclavagistes, pour se dire Quelles erreurs on a fait. ouais, c'est ça. Je préfère dire quelles erreurs nos ancêtres ont fait, parce qu'en soi, moi, je me sens pas responsable de ça, parce que j'y suis pour rien. Mais peut-être que mes ancêtres ont été des gros coloniaux et j'ai pas envie. Mais à quel point coup, à quel point une colonie peut impacter une culture et donc justement les relations humaines qu'on peut avoir en voyageant. Regarde Question l'Afrique du très Nord, compliquée. une bonne partie de l'Afrique du Nord parle français. Regarde les Antilles, une grande partie des Antilles parle français. Et il y a pas mal de pays africains qui n'aiment pas avoir des visites françaises.
Ça, je ne sais pas, je suis jamais allé en Afrique. Ce qui peut se comprendre. Ce qui peut se est comprendre. tout à fait compréhensible au vu de ce qu'on leur a fait infliger, quoi. Oui, je suis d'accord. Et puis, tu parles au passé, mais Parce que- certes, il n'y a oui. plus d'esclavagisme, mais bon, il y a toujours juste la recherche du sol, des richesses et Ce qu'on leur sans inflige, foutre non, ça peut du marcher. l'humain. Je ne D'ailleurs, sais plus combien de pourcents c'est un de déchets, peu- mais c'est bien plus de la c'est un peu majorité sont envoyés en complètement- Afrique. C'est un peu complètement hors sujet, quoique. Il y a Total Energy qui essaie, je ne sais plus dans quel pays, je suis désolé, mais j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps qui parlait justement de Total Energy qui essaie de faire une pipeline Oui. de gaz ou de pétrole, je crois, ou de gaz, je sais plus, à travers tout un pays et donc qui ravagerait complètement les habitations d'où passerait cette pipeline. Et donc ça, finalement ça détruit complètement une certaine culture et vie de ce pays. Et donc voilà, si quelqu'un, je vois l'heure, je suis Oui, désolé, je Et suis... justement, si justement les responsables de ce projet visitaient ce pays, voyager dans ce pays, ils comprendraient la beauté et l'importance de ne pas... C'est ça, et Exactement. aller à la rencontre des gens qui y habitent. Exactement. Et pas de ceux qui sont dans les immeubles. Changer de regard. Enfin, dans les immeubles. Ça dépend. Mais dans les grandes tours aussi derrière leurs bureaux. Et, Ouais, voilà. ils sont pas au Et contact, quoi. C'est pour ça, je suis désolé, je suis rivé sur ma montre, mais je sais qu'il y en a qu'il faut qu'ils partent. Pour le français. J'aimerais avoir un petit mot de la fin, un petit peu poétique, par l'un d'entre vous, s'il vous plaît, pour conclure sur ce débat. T'as une idée? Bah, moi, je dirais qu'il faut juste voyager pour le plaisir d'apprendre de nouvelles choses, tout en essayant de respecter la nature, l'environnement dans le sens où ce qui nous entoure, ça peut être les personnes, ça peut être les lieux, et tout ça en ayant un esprit positif Pour et moi, bienveillant. le voyage, c'est là où commence notre compréhension de l'humain principalement. Et notre compréhension du monde. Et du monde, évidemment. Ça va pour vous? Oui. Eh bien, je propose qu'on termine. C'était Choupote sur le Delta FM 90.2. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes nos rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. Et on se dit mais non, pas la semaine prochaine, c'est les vacances. Donc, à dans 2 semaines. N'oubliez pas, un voyage est la seule chose que vous achetez mais qui vous rend plus riche. Oh.